Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Teny a le plaisir de recevoir Thierry-Pierre Clément pour son recueil Écoutant la rivière, paru dans la collection des Chants de Jeanne sous le numéro 26. Un entretien en direct mené pour vous par l'irrésistible et toujours aussi rafraîchissante Marguerite Marie James, accompagnée de l'auteur aux lectures. Bonjour. Bonjour Thierry-Pierre. Bonjour Marguerite Marie. Eh bien, je suis très content de vous accueillir au Grenier Jeanne-Teny. Et je me posais déjà une première question. Thierry-Pierre, c'est un double prénom qui n'est pas courant. Pourquoi ce double prénom ? Eh bien, je vais répondre à votre question tout de suite, mais je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du Grenier Jeanne-Teny, Baba Haïdara, Marguerite Marie de m'accueillir ici, et vous, madame, également. Et c'est un plaisir pour moi de venir ici. Je remercie le public d'être présent, vraiment. Alors, pourquoi ce double prénom ? Eh bien, tout simplement parce que mes parents n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc, l'un des deux voulait Thierry, l'autre voulait Pierre, et puis ils ont décidé à un moment donné de faire une pause pendant 15 jours, de ne plus en parler, et au bout de 15 jours, de revenir l'un vers l'autre en disant « Qu'est-ce que tu as décidé ?» Alors, celui ou celle qui voulait Pierre a dit bah, tout compte fait, je suis d'accord pour Thierry et vice-versa. Alors finalement, ils ont choisi Thierry-Pierre, tout simplement. C'est magnifique. Et en fait, parlez-nous de vos parents. Ah mon père était cartographe, dessinateur, aimait beaucoup la nature aussi. Il tenait de son propre père l'amour des animaux, des plantes, etc. Il connaissait le nom de tout et alors il m'a fait découvrir plein de choses comme ça de la nature. Ma mère était pianiste et mon plus grand plaisir quand j'étais enfant, c'était de me glisser sous le piano à queue, là dans le salon. Je prenais la moitié du salon et ma mère jouait du piano et voilà, j'ai été nourri comme ça au piano. Vous avez été élevé à Bruxelles. Alors je me souviens que j'ai présenté dernièrement Stéphane Van Peuvelde, qui lui a été élevé à Liège et qui a dit que cette ville avait beaucoup compté pour lui. Peut-on vous dire que Bruxelles a beaucoup compté pour vous ? Forcément, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai vécu toute mon enfance et quasiment toute mon existence jusqu'ici. J'ai vécu aussi un petit peu à Luxembourg et à Paris, mais Bruxelles est quand même mon lieu de vie principal. Et donc, forcément, ça compte. Hein. La ville, les lieux liés à l'enfance s'impriment toujours profondément en soi. Et oui, j'aime Bruxelles. Ce que j'aime beaucoup dans Bruxelles, c'est le cosmopolitisme. Hein, actuellement, vraiment, Bruxelles, il y a je ne sais pas combien de langues, combien de nationalités, et je trouve ça fantastique. Et je trouve qu'on devrait un petit peu plus se mêler, parce que c'est un cosmopolitisme où chacun parfois est un petit peu dans sa petite bulle, quoi. Et donc, voilà. Et au niveau architectural, il y a des merveilles, mais qui là aussi sont très dispersées, puisqu'on a quand même commis beaucoup de dégâts à Bruxelles. Mais enfin, je ne suis pas ici pour parler d'urbanisme, mais oui, j'aime Bruxelles, oui. Parlez-nous un petit peu de vos études, vos humanités. Qu'avez-vous fait comme études alors que vous étiez adolescent ? Ah ben oui, les humanités, justement, humanité, latin, grec, j'ai encore appris ces vieilles choses, et avec plaisir d'ailleurs, je le reconnais. Pour moi, ça a été un socle dans mon éducation. J'étais pas très bon en maths, hein, par contre, ça je dois dire, les maths et les sciences, c'était pas vraiment mon fort, j'étais plus attiré vers les lettres, quoi, la littérature, et je me souviens d'un professeur, quand j'étais en 4e, qui m'a encouragé, c'est lui le premier à m'avoir encouragé à écrire un roman. Parce qu'à l'époque, j'avais écrit une pièce de théâtre. Et en fait, il y avait beaucoup plus d'explications des dialogues que des dialogues, quoi. Alors le prof, il m'a dit après, écoute, c'est vraiment très bien ce que tu as écrit, mais si j'étais toi, je me tournerais plutôt vers le roman, quoi. Et je pense qu'il a eu raison, parce qu'après, j'ai écrit 2 romans. J'ai plus jamais écrit de pièce de théâtre. Enfin, on ne sait jamais, ça peut venir encore. Hein. Quelles étaient vos lectures préférées à cette époque, vos auteurs préférés ? À l'époque, oui. Je dirais à 15, aux alentours de 15 ans, j'ai fait beaucoup de découvertes
de nouveaux auteurs. Et l'auteur qui a le plus compté pour moi à cette époque-là, c'est Saint-Exupéry. Il compte d'ailleurs toujours énormément pour moi. C'est un de mes maîtres, vraiment. Saint-Exupéry, pourquoi? Parce que, évidemment, son humanisme est exemplaire, mais il dépasse aussi l'humanisme. Il y a une comment dirais-je, il y a une dimension de transcendantalité, ou de transcendance tout simplement, chez Saint-Exupéry qui est vraiment très très forte. La dimension de la spiritualité. C'est un homme qui avait beaucoup de difficultés à vivre en ce monde, hein, d'ailleurs. Je me souviens d'un passage de sa lettre au général X où il disait « Je hais notre époque, l'homme y meurt de soif ». Et ça, c'est quelque chose qui me rejoignait au plus profond, parce que c'est quelque chose que je ressentais déjà très fortement, sans pouvoir nécessairement mettre des mots dessus. Hein. Quand j'avais 15 ans, j'étais moi-même en révolte et je me sentais moi-même contraint et je ne savais pas où diriger mes regards, mes inspirations, quel sens pouvait avoir le monde, etc. Et je me sentais aussi un petit peu étouffé. Donc, en ce sens, j'étais très touché par la lecture. J'ai lu tout Saint-Exupéry, hein, tout, de A jusqu'à Z. Et à part Saint-Exupéry? À part Saint-Exupéry, ben, une autre découverte très importante, et toujours par le même professeur d'ailleurs qui m'avait encouragé à écrire un roman, il m'a fait découvrir un monsieur, un Américain, qui est assez connu aujourd'hui, beaucoup de personnes le connaissent, mais à l'époque il n'était pas très très connu, c'est Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, qui est... Donc cet homme-là, il a vécu au XIXe siècle, dans la région de Concord, aux États-Unis, donc c'est l'Amérique bien pensante, etc. Hein. Et puis, lui aussi, il se sentait peut-être un petit peu à l'étroit dans ce monde-là. Et il a décidé, à un moment donné, il a tenté une expérience d'aller vivre de façon tout à fait solitaire et autarcique, donc en vivant vraiment par ses propres moyens, pendant 2 ans, au bord d'un étang, l'étang de Walden. Il a construit lui-même, de ses mains, sa propre cabane. Il a vécu là. Il en a tiré un livre extraordinaire qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois, c'est la traduction en français. Et c'était aussi quelqu'un, donc il s'approchait évidemment très fort de la nature, bien entendu. Il entretenait, comment dirais-je, une relation très très proche, très profonde avec la nature, et aussi avec notamment les Amérindiens. Il était l'ami des Amérindiens, ce qui n'était pas forcément bien vu à Concord au XIXe siècle, hein, quand même. Mais lui, il était vraiment très proche de ces personnes. Il était proche également des Noirs américains. Il a pris la défense de John Brown, par exemple. Il a écrit qui était un esclave affranchi, je pense, si je ne me trompe pas, mais qui a eu des problèmes simplement parce qu'il était noir. Encore une fois, on replace dans le XIXe siècle. Quoique, actuellement, il y a encore des problèmes. Donc, voilà, il a aussi inspiré, ça c'est important de le savoir, il a inspiré Gandhi. Il a écrit un livre qui s'appelait La désobéissance civile, et qui a vraiment inspiré toute la non-violence de Gandhi et des autres à sa suite. Donc c'était quelqu'un qui était très très inspirant pour moi, et qui est aussi un de mes maîtres. Je réponds peut-être un peu longuement aux questions, il faut m'arrêter. Hein, parce que Rimbaud, je l'ai pris vraiment en pleine figure. Pourquoi? Parce que il me semblait qu'il cassait l'ordre rationnel du langage. C'était le premier qui me faisait signe qu'on pouvait casser l'ordre rationnel de la langue, du langage, quoi. Et ça, c'était important. Du coup, il ouvrait des portes, il ouvrait des fenêtres, il cassait les murs, et il nous précipitait dans une autre dimension. Et je me rendais compte à ce moment-là que Rimbaud laissait passer la vie, quoi, la vie sauvage, la vie libre. Et voilà, moi ça m'a vraiment mis en chemin, et à partir de ma lecture de Rimbaud, j'ai commencé moi-même à écrire des poèmes. Ensuite, vous avez fait des études supérieures de philosophie et de lettres à Leuven, oui. Et puis vous êtes parti en voyage
ou au cours des voyages au cours desquels vous avez exercé 36 métiers. Oui. Vous étiez en quête poétique et spirituelle, Oui. m'avez-vous dit. Oui. Oui, Vous développez? c'est juste. Ben, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai été mis en route sur le chemin de la poésie, je ne me suis plus arrêté. Donc c'est une quête incessante pour aller voir autre chose. Pour aller voir la poésie, c'est autre chose. Hein, on dit, c'est qui a écrit ça? Oui, quelqu'un a dit ça. La poésie, c'est autre chose. C'est une fenêtre ouverte sur l'ailleurs. Et l'ailleurs, il ne cesse jamais, parce que c'est un mystère. On se trouve devant un mystère. Et c'est là où la poésie rejoint pour moi la spiritualité. La spiritualité, c'était important aussi à partir de l'âge de 15 ans. J'ai commencé une quête, un chemin spirituel, donc entrer dans une autre dimension, si vous voulez, et ça ne s'arrête jamais. Pour revenir un petit instant à Henri Thoreau, Henri Thoreau a dit quelque chose comme ceci. N'oublie pas qu'il existe un autre plan que celui sur lequel, en ce moment, tu voyages, et que toute ta vie vaut d'être un effort pour l'atteindre. N'oublie pas qu'il existe un autre plan que celui sur lequel, en ce moment, tu voyages, et que toute ta vie vaut d'être un effort pour l'atteindre. Ça, c'est une parole qui m'a aussi mis en route, quoi, comme Rimbaud, très, très fort. Et je crois que toute ma vie, c'est ça, voilà. Mais ça ne s'arrête jamais, parce que le mystère est inépuisable. Quelle chance, d'ailleurs. Thierry-Pierre Clément, vous êtes croyant? Je pense que je suis croyant, mais je refuse de mettre ça dans une petite boîte avec une étiquette. C'est-à-dire que si je vous réponds oui, je suis croyant, vous allez peut-être dire ah ben voilà un bon catholique. Ou bien si je m'adresse à un musulman, ah voilà un bon fidèle de Mahomet, ou etc. Non, bon, je n'ai rien ni contre Jésus ni contre Mahomet, mais moi je ne veux pas être ficelé dans une catégorie de croyance. Alors la croyance à laquelle je crois, c'est la croyance au mystère. C'est la croyance à l'incertitude. C'est la croyance à la vie. C'est la croyance... voilà. Alors, et à une certaine transcendance, mais sur laquelle je ne peux pas mettre de mots, ou même une transcendance certaine. C'est ça aussi le chemin spirituel. La spiritualité, c'est l'ouverture à une transcendance. Mais je ne peux pas mettre de mots là-dessus. Et je serai toujours rétif. Moi, je me souviens d'une interview il y a quelque temps au sujet de mon dernier recueil, ici, Approche de l'aube. On m'avait interrogé et la personne qui m'interrogeait cherchait à toute force à me dire que je croyais en Dieu. Et moi, j'ai dit non, 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 non. Je ne veux pas dire que je ne crois pas en Dieu. Mais je ne peux pas mettre une étiquette. Alors, vous avez continué à écrire, évidemment, et vous étiez inspiré par deux grands poètes comme Philippe Jacotet et Marcel Hénard, que nous connaissons bien au Grenier Jeanne-Tony. Oui. Vous pouvez un peu parler de cette influence? D'abord, je dirais qu'on reçoit toujours les influences de nos camarades en écriture, de nos lectures, hein, de toute façon. Sinon, ce serait dommage aussi qu'on lise des choses et puis que ça se perde comme l'eau dans les sables. Donc, oui, Marcel Hénard, je l'ai beaucoup côtoyé. C'était une figure du Grenier Jeanne-Tony et avant ça, du Grenier aux chansons. Tout comme Jean Dumortier, et je salue en passant son épouse Claire qui est ici dans la salle. Jean Dumortier était un pilier aussi du Grenier Jeanne-Tony. Et ce sont des personnes que j'ai beaucoup côtoyées, avec lesquelles je suis entré en réelle amitié. Et voilà, c'est difficile pour moi de parler de leur influence littéraire, parce que leur influence humaine se mêle à leur influence littéraire. Hein. Voilà, pour parler de Marcel Hénard, j'aimais beaucoup sa poésie assez ramassée, mais très dense, quoi. Il y a beaucoup de densité en peu de mots, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, vous avez cité Philippe Jacotet. Oui, Philippe Jacotet, s'il y a un nom qui m'inspire beaucoup depuis quelque temps, c'est bien lui.
Philippe Jacotet, qui est un poète, donc il est décédé d'ailleurs au début de cette année-ci, d'origine suisse, hein, mais qui a toujours vécu, enfin quasiment toujours vécu en France. Et sa poésie n'est qu'une interrogation justement sur la vie plus grande que ce qu'elle donne à percevoir, quoi, en quelque sorte. Il se promenait beaucoup, Jacotet, et il croisait des vergers en fleurs, des amandiers, il voyait les montagnes au loin, etc. Et puis, à partir de là, il écrivait sur tout ce que ces éléments de la nature touchaient en lui, provoquaient en lui, et l'amenaient à passer à une autre dimension, quoi. Et on revient toujours à la même chose. Et Jacotet le dit à merveille, avec des petits détails, des petits coups de pinceau. Jacotet, c'est aussi le poète de la fragilité. La vie est immense, la vie est infinie, et elle se trouve dans la plus infime goutte d'eau. Ça, c'est très très intéressant, enfin c'est plus qu'intéressant, c'est vivant, quoi. C'est la vie. Et alors aussi, encore une chose quand même au sujet de Jacotet, il était très très meurtri par comment dirais-je, les aspects obscurs de l'existence, hein. Ce que d'autres appelleront le mal avec un grand M. Mais dans son dernier recueil posthume, La clarté Notre-Dame, il parle par exemple de quelqu'un qu'il avait rencontré, où il avait vu une interview de quelqu'un qui a été dans les geôles, dans les prisons syriennes, si je me trompe, ou irakiennes, et qui a été libéré à un moment donné, et qui, sur le chemin de sa libération, n'arrêtait pas d'entendre les cris des autres prisonniers qui étaient torturés, quoi. Et il se disait, mais enfin, pourquoi une abomination pareille, quoi? De quelle barbarie l'être humain est-il capable? Comment se défaire de ça? Et alors, la réponse de Jacotet, ou les tentatives de réponse, parce que chez Jacotet, il n'y a jamais de réponse définitive, les tentatives, c'est de se dire, mais la vie est magnifique malgré tout, elle est belle malgré tout, et on peut retrouver sa magnificence dans une rose, dans l'eau qui passe, dans les nuages. Il y a un recueil de Philippe Jacotet, c'est « Et néanmoins ». C'est toute sa poésie. Alors Thierry Pierre, vous avez publié plusieurs recueils de poésie, tels que Le Laurier Rose, avec justement un avant-propos de Marcel Hénard, puis Ta seule fontaine et la mer, dont il y a des exemplaires ici, qui a reçu le prix Emma Martin, Fragment d'un cercle, aux éditions du Non-Dit. Et vous avez aussi publié des livres d'artistes comme La lumière dévoilée, qui accompagnait les œuvres de Pierre de Bâty exposées à la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule. Oui. Un roman, Furnes et Montgolfière, qui a reçu le prix Hubert Crin, des essais comme Le Grand Chant du Monde. Vous n'avez pas chaud, et pourtant vous avez une profession à côté de ça. Ah oui, c'est tout le problème, c'est d'avoir une profession. Ah oui, oui, si j'avais pu être payé à écrire, j'aurais écrit beaucoup plus, je pense. Et pourtant, vous dites ça, mais j'ai pas écrit tellement, hein, comparé à d'autres. J'écris finalement assez peu. J'ai écrit beaucoup de choses, hein, c'est vrai, quand vous lisez ma bibliographie, bon, il y a des tas de trucs, mais c'est pas tellement. Vous êtes très modeste, je trouve. Je sais pas. Il y a des personnes qui écrivent jour et nuit, j'allais dire, hein, qui écrivent tout le temps, sans arrêt, et pour qui l'écriture, c'est toute leur vie, quoi. Et là, je pense que ce sont les vrais écrivains. Moi, je ne me considère pas comme un vrai écrivain. J'écris quand les muses veulent bien se pencher sur moi, en quelque sorte. Je m'assieds pas à ma table tous les jours et j'écris. Je devrais peut-être le faire, hein, on me l'a déjà conseillé, mais je ne sais pas. Non. Pour moi, je dirais que la vie est plus importante. Pour moi, l'écriture, c'est un chemin vers la vie. C'est un chemin pour la vie. Mais c'est un chemin, quoi. C'est un chemin. Notamment, vous avez quand même créé et animé jusqu'en 2000 l'atelier du Héron, oui. Belge de l'Institut international de géopoétique.
fondé par Kenneth White. Oui. Parlez-en un petit peu. Ouh. Alors, oui. Bah, Kenneth White, c'était une autre de mes grandes rencontres. À la fin des années 80, en 89, il a fondé l'Institut international de géopolitique. C'est un grand mot, et moi j'aime pas beaucoup les instituts et les institutions, etc. D'ailleurs, je lui ai dit à l'époque, j'aime beaucoup le mot géopolitique, je trouve ça très chouette, ça fait danser, c'est vivant, etc. Mais institut, ça me plaît pas trop. Mais enfin bon, ça nous a pas empêché d'être amis. J'ai organisé une tournée de Kenneth White ici en Belgique, et à la suite de ça, il m'a demandé de mettre sur pied un atelier qui était le premier atelier de l'Institut de géopolitique d'ailleurs, ici en Belgique. Donc l'Institut de géopolitique, lui il appelle ça un archipel, qui est constitué de différents ateliers un petit peu partout en Europe, mais aussi ailleurs. Voilà, donc l'atelier du Héron était le premier. Et que dire? Alors la géopolitique, c'est géo, la terre, et poétique, façon de vivre en rapport avec la terre. Donc c'est pas poétique dans ce sens-là, c'est pas spécialement écrire de la poésie. Hein. Poétique, c'est vraiment une façon d'être, une approche, une attitude fondée sur un rapport profond et incessamment renouvelé, hein, comme la vie, à la terre, aux éléments naturels, quoi. Et je pense que tout le travail d'écrivain de Kenneth White, c'est ça. Kenneth White, il a écrit des recueils de poèmes, des livres de poèmes, mais aussi des essais et des livres de voyage. Hein. Sa recherche, toute sa vie, ce n'est que ça. Renouveler, trouver les mots pour renouveler un rapport conscient et fécond avec la terre, quoi, avec les éléments naturels. Et donc votre dernier recueil s'appelle Approche de l'aube. Oui. Il est sorti en 2018, puisqu'il a reçu le prix Aliénor, puisque c'est le dernier, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Oui, ah bah, il est ici. Hein. En parler. Écoutez, c'est un recueil où j'ai mis énormément de moi-même. Je pense qu'il reflète assez bien, je crois, ce que représente pour moi la démarche de vie et de spiritualité, avec ses ombres et ses lumières, hein, parce qu'il ne faut pas croire... Vous savez, parfois on entend le mot spiritualité, on se dit « Ah tiens, voilà un qui plane comme ça ». Non, la spiritualité, c'est aussi à travers les difficultés de la vie. Hein. Et donc, il y a aussi, dans mes recueils, dans tous mes recueils, il y a des moments de tristesse, de mélancolie, de colère peut-être, de difficulté, etc. Et le chemin n'est pas toujours très plat, hein, il y a des ornières, etc. Il faut les traverser. Mais c'est la vie, c'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie, mais avec un certain axe. Et voilà, et ce recueil, que dire de ce recueil? Ben, ce recueil reflète assez bien ça, quoi. Et bon, il y a plusieurs parties, voilà, enfin, il est ici à votre disposition, hein. Et il a été préfacé par Jean-Pierre Lemaire, qui était aussi une de mes très grandes rencontres assez récentes. Jean-Pierre Lemaire, allez, pour faire simple, je vais dire, c'est une sorte de disciple de Philippe Jacotet. Philippe Jacotet a beaucoup influencé et encouragé Jean-Pierre Lemaire à ses débuts. Il y a comme ça une espèce de filiation, je dirais, poético-spirituelle actuellement, qui vit toujours. Hein. Donc, Philippe Jacotet, puis Jean-Pierre Lemaire, et puis un que vous devez absolument lire, et si vous ne le connaissez pas encore, c'est Jean-Marc Sourdillon, retenez ce nom-là, Jean-Marc Sourdillon. Il a publié un livre qui s'appelle « L'unique réponse » chez Gallimard. C'est extraordinaire, c'est une des plus belles poésies que j'ai lues récemment. Bref, en fait, je ne parlais pas de Jean-Marc, je parlais de Jean-Pierre. Jean-Pierre est un poète bien reconnu maintenant. Hein. Il a reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Il est publié dans la collection Poésie de Gallimard. Donc, c'est devenu une pointure, quoi. Mais très modeste, très
très bienveillant, très humain, quoi. C'était un frère humain, quoi. Et il m'a fait vraiment l'amitié et l'honneur de préfacer ce recueil-ci, quoi. Alors maintenant, voilà. Nous allons commencer à parler du grenier Jeanne Teny. Oui. Vous m'avez dit que Jeanne Teny avait par le passé lu un de vos textes qui s'appelait Squelette. Oui. Et parlez-nous de Jeanne Teny et de vos débuts au grenier aux chansons. Comment êtes-vous arrivé au grenier aux chansons? Je ne sais plus comment je suis arrivé au grenier aux chansons. C'est les hasards de la vie. Et puis ça remonte quand même à 1976. Donc si vous comptez bien, ça fait 45 ans. Donc je ne sais plus exactement les détails. Mais je suis arrivé à ce moment-là, moi j'étais jeune et fringant, avec ma guitare sur le dos, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je composais des chansons aussi. et au grenier aux chansons, eh bien justement, il y a des chanteurs qui passaient là, hein, on proposait les chansons, Morane est passé là, Anne Gaëtan aussi, enfin bon, il y a différentes personnes. Et moi j'étais venu avec ma guitare, proposer mes petites chansons, mais ça n'a pas fort marché. Après j'ai essayé à Paris aussi, dans différents cabarets, et personne n'écoutait. Et puis je me suis dit, mais au fond, quand je vivais à Paris, donc j'ai aussi présenté des recueils de poèmes. Je suis allé frapper à la porte des éditions Saint-Germain-des-Prés, et là ils ont publié mes 2 premiers recueils. Et donc je me suis plus tourné vers la poésie, disons, non chantée. Et d'ailleurs, j'ai légué ma guitare à mon fils, parce que lui il est chanteur. Petite promo. Mon fils, il chante sous le nom de Arnaud Héron, et avec ma guitare notamment, parce qu'il a plusieurs guitares. Et il est auteur, compositeur, interprète, et c'est un vrai poète. Donc, Arnaud Héron, écoutez-le. Donc, tout ça pour parler du grenier aux chansons. Oui, alors, Jeanne, elle m'encourageait plutôt à l'écriture poétique, plutôt qu'à l'aspect musical. Et je crois qu'elle avait raison. Et elle a lu à un moment donné un poème que j'avais écrit. Parce qu'actuellement, beaucoup de personnes me connaissent comme écrivant des poèmes plutôt courts comme ça. Et même des très 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 courts. Mais à l'époque, j'avais écrit un poème qui faisait 18 pages. Et ce poème s'appelait Squelette. Oui, parce que j'étais en révolte, enfin voilà, le monde me paraissait en train de devenir peu à peu un squelette. C'est en 1976. Hein. Et ce poème a été repris par la suite sous le nom de Oxidia, qui est un mot latin, hein, Oxidia, Occident, le soleil qui se couche, le déclin, quoi. Hein. Bon, donc on reste quand même dans la thématique. Il a été repris, mais je l'ai réduit de moitié, il a été repris ici dans Fragments d'un cercle. Bref, tout ça pour dire que Jeanne Teny, avec 3 lecteurs, lors d'une soirée, elle a lu ce texte en son entier, quoi, 18 pages, et les gens écoutaient. Mais d'ailleurs, dans les chants de Jeanne numéro 26, oui. Vous parlez de Jeanne Teny à la page 2. Oui. Vous pouvez peut-être nous lire ce que vous... Ah, je vais lire. Oui, c'est un poème écrit à la mémoire de Jeanne Teny. Et le poème s'appelle simplement Le grenier aux chansons. Et c'est un poème que j'ai publié dans un de mes tout premiers recueils et que j'ai remis ici. Alors voilà. Pour vous donner un petit peu l'ambiance du grenier aux chansons. Nous parlions de toutes sortes de choses grandioses et magnifiques et profondément dramatiques, et nous étions vraiment excités, et une grande flamme brûlait dans nos yeux, et nous étions là, debout devant un vieux butane rouillé qui ronflait en grinçant, cachés au creux d'une bicoque titubante penchée sur l'impasse horrible et triste ouverte sur la nuit, et dehors les gens passaient. Les gens couraient en claquant les talons, les gens criaient ou se taisaient et se croisaient vite en tout cas. Les nuages pleuraient, les lampadaires des bris de lune coulaient béants, ventouses glacées, des tentacules d'encre de la mort s'infiltrant lente, et nous étions là, parlant d'étoiles et de dieux bienfaisants, de poésie et de rêves absurdes, de musique et de métaphysique. Nous parlions du sourire bouddhique vu sur les montagnes de la terre, et de nos visions bleues dans les fumées de nos vies de clochards illuminés. Nous étions très haut et très loin, et de toute façon, rien ne peut nous arrêter, puisque la pente est là, qui se jette vers le ciel, et l'ascension continue quand la montagne cesse de monter.
Les chants de Jeanne numéro 26, vous les avez intitulés « Écoutant la rivière ». Oui. Pourquoi ce titre? Parce que la vie est une rivière qui coule. La vie passe comme ça, la rivière coule, elle va de la source à la mer. Et ce qui est merveilleux, c'est que la mer rejoint la source aussi. Et nous, on est de passage, on est un petit esquif comme ça qui se balance sur l'eau qui passe. Et j'ai essayé à travers ce petit recueil de reprendre des poèmes anciens. Celui que je viens de vous lire, il est très ancien, à des poèmes plus récents, en essayant de refléter un petit peu cette sorte de navigation. D'ailleurs, la nature est présente presque dans chaque poème, pas seulement dans les chants de Jeanne d'ailleurs. Quelle est votre relation avec la nature, la forêt? Forte. Forte et puissante et profonde. Et je ne peux pas m'en passer. Presque tous les jours, je me promène en forêt. J'en ai besoin. Je respire. Les arbres m'apportent leur amitié, leur fraternité, leur soutien, sont mes amis. Oh, j'ai une relation personnelle et forte et féconde aussi, parce que c'est dans la nature que je trouve généralement mon inspiration aussi, quand elle veut bien venir. Par exemple, vous avez écrit « L'oiseau contre la vitre ». Oui. Vous allez nous lire dans 2 minutes. Ah. Mais on pense au début du chant général de Pablo Neruda, c'était le crépuscule de l'iguane. Ici, là, on se demande qui est l'iguane. Ici, on se demande qui est l'oiseau. L'oiseau contre la vitre. Tu bats des ailes derrière la vitre. Qu'est-ce que ce paysage que je n'atteins pas, dis-tu? Quel est cet obstacle que je ne vois pas, mais contre quoi je bute? Qu'est-ce qui m'empêche de plonger vers ces forêts, ces champs de blé que je vois si bien danser devant moi dans le vent, et ce ciel si vaste que je voudrais m'y perdre, étendre enfin mes ailes pour l'éternité? Le jour avance, dis-tu, le jour avance. Serais-je libre avant la nuit? Tu ressembles à cet oiseau qui battait de l'aile contre la vitre et tournait dans la cuisine en se cognant à ses questions au recoin sombre de l'angoisse. Maintenant, tu as trouvé le passage. Le ciel est vaste et paisible, et la terre aussi au-dessous. Le monde entier, lavé par la tempête, et levé comme un premier matin entre les ailes ouvertes de ton oui. Alors, qui est l'oiseau? C'est chacun d'entre nous. Mais plusieurs poèmes de ce recueil confirment l'interaction entre l'homme et la nature, l'homme et l'infini. Le héron a laissé ses habits de cendre. Le voici revêtu de neige. Il vit dans la vallée sans nom. Oublieux de lui-même, il habite l'écoulement des nuages et des rivières. C'était un été très doux, un soir que les cigales chantaient. Un peu de pluie avait lavé les feuilles. Le ciel s'était ouvert jusqu'aux étoiles et à la question blanche, celle qui n'a pas besoin de réponse. Bon, pour vous, la poésie, c'est dire quelque chose de plus que les mots. La poésie dit plus qu'elle-même. Les mots sont un support qui vient bien en deçà et qui va au-delà. L'oiseau reste invisible, mais le chant dit l'oiseau, comme le chemin dit la mer que nous ne voyons pas encore. Il y aura un poème, parce que les arbres sont nus, bras tendus vers l'absence, et les oiseaux repartis sans savoir le retour. Il y aura un poème, parce que mes mots sont perdus, rivière bue par les sables, et que j'attends sur le quai les bateaux de la nuit. Il y aura un poème,
parce que nos pas dans la neige ont tracé la question qui restera sans réponse, effacée par le vent. Est-ce que vous avez le stress de la page blanche? Parce que vous parlez des mots qui sont perdus, des mots pareils. Je ne sais pas. J'ai régulièrement éprouvé beaucoup d'angoisse parce que je ne trouvais plus les mots, parce que il n'y avait plus rien qui venait, parce que je plongeais mon seau dans le puits et que je le remontais et qu'il n'y avait pas d'eau dedans. Autrement dit, l'inspiration n'était plus là. Et ça m'est souvent arrivé, ça, très souvent. Et donc c'est tout un chemin aussi, ça, d'accepter que ça puisse ne plus jamais venir, tout simplement. Et en général, finalement, ça revient. Mais voilà, c'est un travail, c'est là où la poésie rejoint aussi le chemin spirituel, c'est un travail d'acceptation, quoi. C'est un travail d'acceptation, et c'est un travail... comment? On peut pas... Moi, je ne pense pas qu'on puisse provoquer l'inspiration. Je pense que notre travail consiste à se mettre à l'écoute. La poésie, c'est une affaire d'écoute. Et moi, parfois, je me mets à l'écoute, je tends mon oreille, et puis j'entends rien. Tout simplement. Et voilà, il faut se rendre libre par rapport à ça. Ça peut venir, ça peut ne pas venir, et puis c'est tout. Mais alors l'angoisse de la page blanche, non pas vraiment, au sens où je ne m'installe pas à mon bureau avec une page et que je me dis je dois remplir cette page. Non. Si quelque chose vient, alors je saisis une page, n'importe où. Hein, et voilà. Mais vous évoquez souvent la solitude dans votre texte aussi. Oui. Vous pouvez peut-être d'abord ou en parler ou d'abord lire des textes. Étrangers sur cette terre, quelles sont ces pluies qui glissent sur nos cœurs? À la recherche de quoi? Étrangers sur cette terre, cloche au clocher sonne, campagnes étranges diluées dans vos brouillards. Étrangers sur cette terre, que sommes-nous venus chercher ici? Mais oui, mais ça, étranger sur cette terre, ça c'est un sentiment qui me poursuit depuis l'enfance. Moi je me sens en exil. Je me sens en exil. Parce que justement, je suis convaincu qu'il y a autre chose que l'apparence du monde telle qu'elle s'offre à moi. Et qui n'est pas toujours jolie. Il y a autre chose. Simplement, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je suis à la poursuite de je ne sais pas quoi. Mais ça remplit aussi. Vous savez, je parlais tout à l'heure de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, je ne sais plus dans lequel de ses livres, il montre l'aviateur qui s'apprête à décoller. Donc il est avec son avion, il met le moteur et tout ça, et cet avion roule sur la piste de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et quand est-ce qu'il décolle? Quand il s'appuie sur l'air. Mais c'est quand même fantastique ça, de s'appuyer sur l'air. L'air, est-ce que vous pouvez le prendre, l'air? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez palper, toucher, enfermer dans une petite cage? Non, l'air, c'est... Eh ben, vous ne pouvez décoller que si vous vous appuyez sur l'air, quand l'air devient solide, à condition d'avancer, évidemment. Il faut mettre le turbo, hein, mais il y a quelque chose à faire pour avancer et s'appuyer sur... Voilà. Voile blanc sur l'amour, et chaque instant de vie pleine. Châle jeté sur les épaules du temps. Paupières closes, mots sans syllabes. L'absence est un oiseau qui traverse le ciel. On parle d'abandon là. Dans la main, mais un abandon serein, on va voir. Dans la main de la mer, tout entier tu reposes.
Au creux de l'infini, tu n'as plus rien à craindre. Et rien ne peut t'atteindre. Totalement dépouillé, absolument libre, sans limite, absolument nu, invulnérable. Ça, c'est un abandon heureux. Et c'est vrai que au début de mon chemin, j'ai éprouvé des abandons plutôt malheureux. Enfin, j'étais angoissé peut-être par l'abandon. Je parlais de sentiment d'exil tout à l'heure, et de me sentir étranger, de me sentir pas à ma place, etc., etc. Et de me sentir jeté un peu comme ça dans ce monde, et pourquoi faire, et abandonné, quoi. Et puis peu à peu, le chemin faisant, puisqu'il faut s'abandonner, abandonnons-nous, donnons-nous dans l'abandon. Et c'est là qu'intervient l'acceptation, le oui. Il y a un poème qui se termine par « Les ailes ouvertes de ton oui ». Oui, tu connais l'abandon, tu t'abandonnes, et dans cet abandon, tu ne peux plus rien craindre. Thierry Pierre vit dans le recueillement, plus que dans la foule déchaînée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai. Je trouve en tout cas ma respiration dans le recueillement. Mais donc parfois, il faut quand même traverser les foules déchaînées. Hein. Mais alors, le fait d'avoir trouvé la respiration dans le recueillement ou dans mes chers arbres, ça me permet de traverser la foule déchaînée. Oui. Alors on pourrait terminer cette présentation par une dernière lecture, celle d'un texte intitulé « Tentative de dire la vie », autrement dit ce qu'il peut se dire. Alors ça, c'était un poème très récent, ça. Je crois que c'est le dernier que j'ai écrit, d'ailleurs. Tentative au pluriel de dire la vie. C'est impossible, ça. C'est pour ça que j'ai dit, entre parenthèses, autrement dit, ce qui ne se peut dire. Elle est l'ongle de neige là-bas, au loin, qui chevauche la crête et brûle au fond de la nuit. Elle est le feu du papillon d'un jour, dans la jubilation des parfums, le souffle des arbres et de la mer, de toute naissance et de toute mort. Elle est la foudre et l'eau vive, la blessure et le baume, l'instantané de l'éclair, l'éternité de la source. Elle est la déchirure qui écarte les voiles, ouvre d'un coup de sabre les remparts et les murs. Elle est ce qui transperce et t'offre aux quatre vents. Elle est quand tu te donnes et que tu t'abandonnes. Elle est cet oiseau qui joint nos regards et nos lèvres, élève dans des yeux d'enfant le matin inouï de chaque instant. Merci Thierry Pierre. Avec plaisir. Pour vous remercier de votre participation, cette rose qui ne pouvait être qu'une pierre de Ronsard. Et surtout n'oubliez pas, à présent, chaque mois, c'est bas.